Le diagramme de Venn, c'est un outil qui fait partie d'une approche beaucoup plus globale qui est appelée la MARP. Donc la MARP, c'est la méthode active de planification et de recherche participative. L'objectif donc de ces outils, c'est de permettre de favoriser la réflexion, notamment au sein des communautés qui ne sont pas forcément toujours alphabétisées. Et si on veut aider à la réflexion, il est toujours intéressant de partir de support. Donc c'est ce qui justifie l'utilisation du diagramme de Venn, qu'on utilise en général dans les phases de diagnostic participatif. Quand nous voulons analyser l'organisation au niveau d'une entité, que ce soit un village, une commune ou une communauté rurale, on se sert de cet outil-là. Pourquoi cet outil? Parce que c'est un outil qui permet à la fois d'identifier les acteurs qui sont présents sur un territoire, d'analyser les relations qui existent entre ces structures du territoire, mais au-delà aussi, toutes les structures qui viennent intervenir dans ce territoire. Donc c'est un outil exploratoire. Sinon, c'est un outil facile à utiliser, parce qu'on peut l'utiliser avec des paperboards, on peut l'utiliser à même le sol en utilisant des cailloux ou n'importe quel matériau. L'essentiel, c'est de pouvoir visualiser toutes les structures et leurs interactions. Quand on a des structures qui sont vraiment en lien étroit, on a des cercles qui se touchent vraiment. Quand on a des structures qui n'ont pas forcément des relations, on voit que les cercles ne se touchent pas, ainsi de suite. Et ça permet de savoir qui est proche de qui fait quoi avec qui. Et aussi quels sont les partenaires extérieurs qui viennent et qui travaillent dans ce village. Et du coup, je me rappelle une fois, quand on a mené une étude dans un village, on s'est rendu compte tout de suite le conflit qu'il y avait entre des organisations extérieures qui travaillaient dans un même village. Parce que les populations ont fait ressortir les concurrences qu'il y avait entre ces organisations-là à travers l'analyse. Ce n'était pas délibéré, mais en discutant, ils ont montré que telle organisation travaille ici, telle travaille là, mais que les gens ne s'entendaient pas, que chacun faisait dans son coin. Et le fait d'utiliser ces outils-là va amener les populations elles-mêmes à réfléchir sans pour autant se rendre compte qu'elles sont en train de livrer des informations, en tout cas, qui peuvent être vitales pour nous, intervenants extérieurs. C'est des informations qu'on n'obtiendrait pas si, par exemple, on était dans un cadre classique de réunion où on discute, on pose des questions. Mais là, c'est l'outil qui fait parler. Et comme je le dis toujours, un outil n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi on utilise l'outil, c'est ça qui est important. Parce qu'on utilise l'outil, c'est pour aider à la réflexion, c'est pour aider à mieux visualiser les choses. La réussite d'un projet dépend d'abord de la logique d'acteur, c'est-à-dire comment les acteurs peuvent être dans une logique pour aller ensemble. Mais pour aller ensemble, il faudrait qu'il y ait un objet commun, qu'il y ait un minimum de consensus. Et pour arriver à ce consensus-là, on a besoin vraiment d'identifier qui fait quoi et qui se situe où. Là où chacun parle. Et il parle au nom de quoi et pour qui il parle. Exemple concret, dans les communes où nous travaillons, on réunit donc des parents d'élèves, des équipes enseignantes, des organisations de femmes, des organisations de jeunes, bref, des notables, chefs de village, etc. Donc il y a vraiment une multitude d'acteurs qui gravitent autour de l'éducation. Donc avec l'utilisation de cet outil-là, tout de suite, on comprend tous les enjeux liés à la gestion de l'éducation au niveau local. Qui sont vraiment les tenants, je ne dirais pas les tenants du pouvoir, mais qui sont les acteurs majeurs qui gravitent autour. Et quels sont les problèmes qui se posent donc, autour de ces relations-là. Parce que tout de suite, on peut se rendre compte effectivement soit des tensions qui existent entre telle organisation, l'association des parents d'élèves, ou avec l'enseignant, ou bien le groupement des femmes, avec le groupement des jeunes. Donc cette analyse-là nous permet tout de suite d'identifier quels sont les enjeux par rapport au projet que nous, on veut mettre en place. Et ça nous ouvre les voies vraiment pour aller approfondir
tant qu'on peut, il faudrait associer les populations. On peut identifier des personnes qui peuvent animer ce processus-là. C'est-à-dire, nous, en tant qu'animateurs ou facilitateurs, on peut se mettre un peu en retrait et laisser même les populations choisir un facilitateur, parce que dans un village ou dans une collectivité, on trouve en général une personne, il suffit de l'expliquer comment fonctionne l'outil pour que lui, il puisse animer. Et de temps en temps, nous, on peut apporter des appuis. Donc, si ce travail d'animation est fait par quelqu'un du village ou de la ville, effectivement, on est dans une posture d'animateur où nous, on n'est pas forcément dans la réflexion, mais on est là pour observer. C'est un outil très puissant. Si vraiment on anime bien la démarche, on se rend compte qu'il y a des idées intéressantes qui sortent et puis des réflexions très profondes. Alors que, quel que soit le niveau de la population, que la population soit alphabétisée ou pas, c'est un outil qui est adapté et qui permet vraiment de faire participer tout le monde. Et l'enjeu aussi, c'est souvent dans les milieux, dans certains milieux ruraux, il y a quelques leaders qui parlent, 2 personnes qui monopolisent la parole qui parlent, si on est dans une réunion classique, alors que si on utilise cet outil, tout le monde participe. Et c'est l'intérêt vraiment d'avoir cet outil qui est participatif, parce qu'il permet à chacun de donner son point de vue et de dire ce qu'il pense de ce qui est en train de se dire. Ce qui ne serait pas le cas si on était autour d'une table où il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise pour prendre la parole.